t'attendais avant de prendre l'équipe en main à ce que ce soit aussi compliqué? Je savais de la difficulté qu'il y avait dans l'équipe, parce que forcément j'ai suivi tout le parcours, malheureusement aussi celui de l'année dernière à la Ligue 1, à la Ligue 2. Et bien sûr, je m'attendais pas mal de situations que c'était pas simple à gérer. Peut-être pas dans les contenus vrais comme quand on est à l'intérieur, mais j'étais pas surprise. Avec quelques semaines de recul, justement, est-ce que ta vision du métier d'entraîneur a évolué par rapport à ce que tu pensais découvrir? Bien sûr, chaque jour, il y a une amélioration personnelle, mais ça reste dans le même domaine pour le joueur. À chaque jour, il y a une amélioration, même si ça fait des années qu'on joue au football. Mais même les entraîneurs les plus expérimentés, à chaque jour, ils apprennent quelque chose. Et chaque match, il met les entraîneurs expérimentés dans une condition de modifier une pensée, de modifier un schéma, de retourner et changer une pensée qu'ils avaient sur une idée qu'ils avaient. La révolution du football, il fait qu'il y a toujours une amélioration, un changement même des idées, c'est sûr. Et personnellement, je crois que bien sûr, je suis encore plus dans un domaine d'apprendre beaucoup plus de choses par rapport à un entraîneur que ça fait 15 ans, 20 ans qu'il entraîne. T'attendais à être très critiqué, attaqué même peut-être personnellement en prenant l'équipe? C'est normal, qu'il y a des critiques, parce que une critique elle est faite par plusieurs caractéristiques. Il y a la critique bien faite, c'est-à-dire avec une analyse et un recul de la part de qui connaît le football et de qui peut, sans forcément connaître les contenus de la situation à ce Monaco, faire une critique en disant que c'est sûr que c'est un choix assez fort de la part de l'Est Monaco de donner les clés en main à quelqu'un qui n'a jamais eu une expérience. Après, il y a des critiques qui sont faites par une jalousie de la part d'une partie de personnes qui sont dans ce milieu-là, parce que forcément, avoir un poste d'entraîneur à l'AS Monaco, ça crée des jalousies. Et après, il y a la critique que je trouve la plus débile, celui-là qui est fait pour prise de position, sans connaître ni la personne, ni les contenus que cette personne a à disposition. C'est-à-dire, si au-delà de l'expérience que peut avoir un entraîneur ou pas, savoir si les contenus à sa disposition, les outils de travail qu'il a à disposition, il le met dans une condition de bien travailler. Et au-delà, je répète de l'expérience. Mais dans l'ensemble, c'était normal. Moi, j'ai vu des entraîneurs gagner des titres et être critiqués. Ça fait partie. On ne peut pas être aimé par tout le monde. Et si je dois penser à toutes ces critiques-là, c'est sûr que la chose est que c'est un peu gênant qu'il y a des prises de position faites par rapport à comme ça, un choix. Ça ne plaît pas à la personne. Et même s'il peut être beaucoup meilleur d'un entraîneur comme Mourinho, on a décidé que ce n'est pas lui le bon entraîneur. Devenir entraîneur, ça a toujours été dans un coin de ta tête une vocation ou c'est l'occasion finalement qui s'est présentée? Autre étape qu'apparemment il a beaucoup gêné beaucoup de personnes, mais ça fait partie de la vie personnelle de chaque personne. Il y a des étapes qu'il faut faire, il y a des projets que n'importe quelle personne essaie de mettre en place. Et c'est pour ça que c'était quelque chose que j'avais déjà pensé, parce que à fur et à mesure que les années entre ma retraite et aujourd'hui ils sont passées, l'envie d'être sur le terrain, vraiment en contact avec les joueurs, elle était devenue très forte. C'est pour ça que j'avais démarré déjà au début ce diplôme-là. Et, et dans ma tête, c'était effectivement avoir une idée de parcours beaucoup plus léger que prendre dans les mains l'AS Monaco, parce que je crois que c'est sûr, il faut faire de l'expérience, il faut être humble dans ce métier en sachant qu'on a tout à apprendre, mais
il y a toujours les situations où il faut prendre la décision vite. C'était le cas où Monseigneur il a décidé de me donner les clés. Et c'est sûr que ça va très vite. Et je l'ai référé. Le fait qu'ils m'ont demandé ça, de prendre en main l'AS Monaco, je l'ai référé. Tu as plaisanté en conférence de presse en disant que tu serais peut-être le seul entraîneur à ne pas avoir pu faire un transfert de sa propre équipe pendant qu'il y était. Est-ce que c'est frustrant pour toi de ne pas avoir pu bâtir l'équipe que tu diriges aujourd'hui? Quand on fait l'entraîneur, je crois que c'est fondamental pour pouvoir commencer un projet dès le début. C'est sûr que quand j'ai dit si ce serait le cas, je serais le seul entraîneur à ne pas avoir fait le transfert parce que comme tout le monde, comme les supporters, comme moi-même, on a vécu des années où tous les entraîneurs ils ont eu cette possibilité, faculté d'échanger trop de joueurs. Je crois que les passages qu'on a eu des transferts, des achats, des ventes par rapport à les dernières années, je pense que c'est quelque chose où Monaco il a battu des records. Je n'ai pas dans la mémoire de clubs avoir changé sur une saison ou 6 mois à 20 joueurs. Je crois que c'est quelque chose que c'est seulement à Monaco qu'on a pu voir ça. Et alors, quand je dis, c'est sûr, c'est un peu polémique, le fait de pouvoir, la possibilité de choisir un ou deux joueurs, je pense que c'est toujours psychologiquement important pour un entraîneur s'appuyer sur quelque chose ou sur quelqu'un que tu as pu choisir par rapport à une idée, un projet, un programme, à une possibilité d'équipe différente. Et voilà, c'était ça. Mais je souhaite bien sûr que ce ne serait pas le cas. Depuis que tu es arrivé, tu as imposé un petit peu ton style. En général, tu es très calme, très posé. Est-ce que dans la situation actuelle, tu as peut-être de temps en temps le besoin aussi de bouger les joueurs, d'être un peu plus virulent? Et moi, je les bouge, les joueurs. Je les bouge quand il faut les bouger. Je les bouge à l'intérieur du vestiaire parce que c'est notre église, c'est notre domaine. Je n'ai pas besoin de faire les cabarets comme souvent le font les entraîneurs à gauche à droite pour montrer qu'ils sont là présents. Et moi, je pense que la gestion d'un groupe, dans les temps forts ou faibles, doit être faite à l'intérieur du vestiaire. Il y a beaucoup de moments où je sais très bien qu'il ne faut pas les bouger. Il y a des moments où il faut les bouger, même violentement. Mais que ce soit des mots forts, que ce soit des situations de contraste avec les joueurs, ça va rester dans le vestiaire. Moi, je n'ai pas besoin de montrer à l'extérieur, d'être là, d'être présent, parce que c'est pas ça que ça m'intéresse. Il y a des choses qu'on ne pourrait jamais raconter de ce qui se passe dans le vestiaire. Il y a des choses qu'on ne pourrait jamais dire à un niveau public. Et c'est des choses que ça vit dans le vestiaire, que ça bouge beaucoup. Et je peux vous garantir qu'il y a des situations, des réunions très fortes entre moi et les joueurs, entre des situations où ça bouge beaucoup. Le fait que je ne fais pas de déclaration comme certains dans la presse, ça c'est ma façon de faire, parce que je pense et je suis sûr que c'est la meilleure parcours à faire pour un entraîneur si on veut créer quelque chose de solide dans les vestiaires avec tes joueurs. Après un match, lorsque tu rentres chez toi, est-ce que tu vas être du genre à de suite revoir le match à chaud pour y repenser, ou tu coupes tout, tu penses à la famille et tu revois le lendemain? Malheureusement, cette gestion-là, je ne sais pas si dans ces parcours d'entraîneur, dans ma carrière d'entraîneur, ça serait comme ça. Mais c'est vrai que je ne pense pas trop à la famille, malheureusement. Et tout de suite, après les matchs, si on est à l'extérieur, déjà dans les 2 heures de voyage en avion, je regarde les matchs parce qu'on a la possibilité tout de suite de les voir sur DVD. Et si on est à domicile, dès que je rentre à la maison, je suis devant mon ordinateur et je regarde les matchs. Et on dit entre les matchs qu'on fait et l'autre match qui va arriver, je vais regarder notre match 5-6 fois d'affilée. Parce qu'après, il y a mon analyse perso à froid, que c'est toujours plus facile à faire, et après l'analyse que je vais faire avec les joueurs. Mais c'est sûr que je ne me détache pas dans la situation du match. Je suis tout le temps et tout de suite
dans la projection des prochains matchs, de la projection de la semaine et tout de suite par rapport à les choses que j'ai vues déjà dans les matchs précédents. Non, malheureusement, sûrement fautif, cette capacité de gérer aussi les moments de relax après un match ou après un entraînement, c'est pas encore au top. C'est-à-dire que je suis dans la situation de travailler soit matériellement, soit sur des dossiers entre 15 et 18 heures, tout le temps, tout le temps. Lorsque tu as pris l'équipe en main, tu avais parlé un petit peu des entraîneurs que tu as rencontrés dans ta carrière qui ont pu t'inspirer. Au quotidien, en ce moment, avec l'AS Monaco, est-ce qu'il y en a un vraiment qui t'inspire par rapport à la situation que tu vis? Mais forcément, comme tout le monde, on agit aussi par rapport à les expériences que tu as eues. Moi, j'ai eu la possibilité de travailler des années avec SAC et Capel. Forcément, il y a des situations que je répète avec mes joueurs sur la méthode de travail, mais surtout sur les principes. Parce qu'il ne faut pas oublier que cette équipe, dans un côté, même si on est en Ligue 2 et on est dans le domaine pro, il est quand même constitué aujourd'hui, parce que j'ai fait monter, pour les raisons que vous connaissez peut-être mieux que moi par rapport aux blessures, aux situations de jeu, j'ai quand même 16 joueurs de la formation dans mon groupe. Et moi, je considère qu'aujourd'hui, on est à 32-33 joueurs en gestion. Et il y a quand même 16 joueurs qui font partie de mon groupe de travail et ils font partie du centre de formation. Forcément, dans un côté, il y a encore de la formation avec eux, chose que c'est pas toujours facile à gérer par rapport au fait qu'on a des exigences, des points d'exigence différents dans la formation, mais que je suis obligé à gérer parce qu'ils sont là. Et alors, je me base surtout sur des principes, au-delà de certaines choses que j'ai pu apprendre par Sacchi et Capello, les principes par rapport à ce qu'il faut faire pour être un joueur de football, qu'est-ce qu'il faut faire pour commencer à apprendre ces métiers-là. Et là, on entre carrément dans la formation. Par rapport à la forte présence de ces jeunes du centre de formation, est-ce que la présence justement de Frédéric Barilaro était indispensable pour rapidement les connaître et les encadrer? C'est moi que je demandais de faire monter Barilaro parce que je crois que c'est la personne qui connaît mieux ces jeunes-là. Et il a un langage vis-à-vis des joueurs forcément différent que les miennes parce que c'est un formateur, c'était leur formateur et forcément il peut avoir une capacité différente que la mienne pour discuter avec des joueurs qu'il connaît personnellement beaucoup mieux que moi. Sur le plan sportif, j'ai la même connaissance parce que je l'ai suivi depuis que j'étais petit. Mais la relation que lui il a pu avoir pendant cette année de formation, c'est beaucoup plus important que la mienne. Alors forcément, toutes les qualités, les qualités positives, les défauts, les caractères de certains jeunes, lui, il les connaît bien. Parce qu'il a pris quand il avait 12, 13, 14 ans. C'est lui qui l'a fait monter. Ludovic Giuli a fait remarquer, tu le sais très bien aussi, qu'il y a pratiquement la moitié de l'effectif qui sort du centre de formation et qui est très jeune. Comment arriver à mettre à profit cette jeunesse qui manque d'expérience mais qui est enthousiaste en même temps? C'est un peu comment on dit, la situation que moi souvent j'analyse. Il y a 3 numéros que j'ai toujours dans la tête, c'est 6, 11, 15. Et 6, c'est les 6 joueurs qui sont restés de l'année dernière et que vous connaissez mieux que moi. Et quand je pense seulement à 6 joueurs, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup parce que l'histoire, elle montre, et on le voit même encore cette année, les équipes, ils sont formés à la base d'un groupe historique. Bon ou pas bon, peu importe ça, mais il y a quand même toujours un groupe historique qui crée les noyaux d'une équipe. Et par rapport à l'année dernière, il y a seulement 6 joueurs. Il y a Chabert, il y a Adriano, il y a Anson, il y a Muratori, on peut considérer Malonga et Nimani. Ça, c'est les 6 joueurs de l'année dernière qui sont restés. Et alors, forcément, quand je pense au deuxième numéro 11, c'est les 11 recrutes qui sont arrivés cette année. Et c'est un bon numéro, assez important pour un projet. Et en sachant que normalement, quand tu
tu veux reconstruire ou quand même améliorer une équipe l'année après, il faut toujours penser que 3-4 c'est déjà un numéro important. Et là, il y a 11 joueurs qui, au-delà, je n'entre pas dans les performances qu'ils ont, bien ou pas bien, ils ont sûrement eu du mal à pouvoir s'intégrer dans une équipe où il n'y avait pas de noyau. Et ça, c'est une considération que souvent on oublie. Et je répète, au-delà de ce qu'ils font sur le terrain, parce que pour mon expérience personnelle, quand j'étais joueur, que j'ai changé des équipes, que ce soit Paris ou Monaco, quand je suis arrivé, il y avait un noyau, il y avait une situation assez facile pour moi d'intégration, parce que j'étais accueilli par les 15, les 16, 17 joueurs qui étaient là déjà présents depuis des années, qu'ils connaissaient les clubs, qu'ils pouvaient me diriger par rapport aussi à la façon de se comporter dans les clubs. Et là, quand je vois les 11 joueurs qui sont arrivés, en plus, pas en même temps, parce qu'il faut considérer aussi que les 11 ne sont pas arrivés, et comme je pense le stade, par exemple, les seuls joueurs qui sont arrivés tout de suite, ils sont arrivés à fur et à mesure. Alors aussi ça a empêché l'intégration dans l'équipe. Pour après arriver à le numéro 15 ou 16, les joueurs du centre de formation, qui ça servait pour être formés, pour être prêts à intégrer une équipe pro. Et forcément, cette absence qu'ils ont eue, cette manque, il fait qu'aujourd'hui, ils sont là, ils répondent présent, parce que je vous peux garantir que Monaco, il a quand même des jeunes de grande qualité, mais forcément, il lui manque quelque chose. Et c'est pour ça que des fois, on est surpris de voir des jeunes qui font des matchs exceptionnels et la semaine après, ils ne sont pas là. Parce que ils ont eu un parcours où il y a eu des manques. Et c'est pour ça aussi que une des choses que ça me gêne un peu d'entendre, de voir des critiques sur des joueurs qui normalement ils ne devaient être pas là, et qu'aujourd'hui ils sont critiqués et responsabilisés pour des choses que ce n'était pas eux de montrer. Alors c'est pour ça que des fois ça me gêne un peu, parce que dans un côté, moi dans la semaine, je travaille avec eux psychologiquement sur le terrain pour les mettre dans une confiance totale. Et après, forcément, ça peut arriver, c'est arrivé qu'ils passent à travers dans un match. Et alors là, il faut recommencer à reconstruire de la semaine tout ce travail. Et ça, c'est la chose un peu plus gênante, parce que je trouve ça pas intelligent par rapport à qui vraiment il connaît le contenu de Monaco et qui aime Monaco. Parce que autant bien être dur sur peut-être des joueurs qui il doit vraiment répondre présent sur le terrain, non sur les jeunes. C'est-à-dire qu'il ne faut jamais oublier les parcours qu'ils ont eu ces jeunes-là, et donner à eux des responsabilités, même s'il faut qu'ils soient responsables de la chance qu'aujourd'hui ils ont, mais pas forcément donner la responsabilité à eux. Est-ce que c'est pour ça justement que tu cherches à préserver certains jeunes? On pense par exemple à Germain, qui fait plutôt des bons matchs, qui a encore été décisif, mais qui ne joue pas systématiquement. C'est pour les protéger? Pour les protéger, et aussi, il ne faut pas penser parce que Germain aujourd'hui il montre d'être un des meilleurs jeunes qu'on peut lui donner tout le temps un temps de jeu. Je dirais. Il faut considérer aussi, et c'est la chose par exemple qu'on oublie, beaucoup de notre défaillance par rapport à des matchs où des fois on n'arrive pas, ils sont donnés surtout pour une question physique. Ces jeux-là, physiquement, ils ne sont pas vraiment prêts pour enchaîner des matchs de Ligue 2. Alors, Germain, ça fait partie de ces joueurs-là. Il y a des moments où il faut donner un temps de jeu inférieur. Moi, par exemple, je me souviens à Châteauroux, Germain, il est rentré 30 minutes, il était décisif. Je suis presque sûr que s'il commençait les matchs, il pouvait passer à travers, parce que il faut donner quand même vraiment une tonne de repos entre certains matchs,
parce que physiquement, là, ils ne sont pas prêts encore. Ils ne sont pas prêts dans l'impact physique, ils ne sont pas prêts dans la répétition des efforts sur plusieurs matchs. Alors forcément, soit on le brûle, soit il faut faire une gestion, même si on dit, lui, il a fait bien la semaine avant, il faudrait enchaîner. Mais il faudrait enchaîner, ça peut les mettre dans une condition de passer à travers. Et si un jeune il passe à travers, il va oublier tout de suite qu'est-ce qu'il a fait de bien la semaine avant. Alors c'est une gestion délicate. La recrue de l'intersaison, c'était Ludovic Joly, évidemment. Est-ce qu'on a trop attendu de lui? Là, il semble revenir en forme, mais il a connu un petit coup de moins bien avec la blessure, évidemment. Mais Ludovic Joly, c'est un joueur qui a besoin, comme tous les grands joueurs, de pouvoir être mis en condition d'être performant. Je pense que tout le monde, il a trop pensé qu'un seul joueur, voire Ludovic, il pouvait résoudre le problème. Ce n'est pas le cas. C'est pas le cas, même si Ludovic Joly, et ce n'était pas le cas, surtout quand moi je l'ai pris, il était dans la meilleure condition. Parce que forcément, Joly, il aura eu besoin de se trouver dans une situation plus solide au niveau d'équipe. Et alors là, dans ces cas-là, avec un Joly en pleine forme, oui, Ludovic Joly, il peut résoudre pas mal de situations. Aussi, malheureusement, Ludo, il a eu un parcours jusqu'à aujourd'hui compliqué parce qu'il n'a pas fait la préparation. Dès qu'il est revenu, il a eu une grave blessure qu'il a arrêté encore 6 semaines. Et dès qu'il a passé ces 6 semaines, il a dû commencer à s'entraîner. Et malheureusement, on n'a pas pu l'entraîner comme il fallait. Et c'est la chose avec laquelle j'ai discuté avec Ludo. Lui aussi, même s'il a un certain âge, il a besoin de travailler. Parce que sinon, il va passer lui aussi à travers. Parce que sinon, il ne va pas avoir la bonne jambe pour pouvoir enchaîner les efforts. Et si tu ne peux pas enchaîner les efforts, tu ne peux pas jouer au football. Alors, Ludo, que c'est quelqu'un d'intelligent, il a bien compris ça. Et surtout les dernières 2 semaines, il s'est mis dans cette condition-là. Même s'il était fatigué de la semaine, il s'est mis dans la condition de travailler tous les jours. Bien sûr, avec une gestion différente sur certaines choses, mais il s'est mis dans la condition de s'entraîner tous les jours. Et on l'a vu contre Le Havre, qu'au-delà de la qualité technique des passes, des situations, mais ça, tout le monde n'avait pas de doute, qu'il était fort sur les jambes. Il a pu répéter beaucoup d'efforts. Il a pu vraiment se sacrifier pour l'équipe. Il a beaucoup donné à l'équipe sur le plan de la présence physique. Et ça, c'est le bon parcours à faire. Et alors, à partir de ce moment-là, ça devient un exemple. Ça devient un exemple pour les autres. Et c'est la base des données. Et moi, je vous fais un exemple. Même si, malheureusement, au dernier match, il a fait une grosse erreur. Peter Hanson, c'est un joueur que, quand je suis arrivé, il n'était pas bien physiquement, mais il a montré d'être vraiment un pro de ce profil-là. Et c'est sûrement, je pourrais dire même l'ancienne, qu'il travaille beaucoup plus. L'ancienne qu'il est toujours là, présent. Aujourd'hui, Peter Hanson, niveau physique, il est bien. Il est bien dans sa situation. Et ça montre que l'effet de travailler même à un certain âge, ça te met dans une condition de pouvoir être performant. Après, tout le monde l'a vu, il y a eu un problème individuel. Ça, malheureusement, on peut rigoler, on peut le critiquer, et ça reste un geste qu'il ne faut pas faire. Mais je ne pense pas qu'il a fait exprès. Mais la chose que je veux dire, c'est très importante que ces anciennes comprennent que s'ils ne travaillent pas dans la semaine comme il faut, c'est compliqué de jouer au football. Au niveau tactique, tu as essayé plusieurs choses. Tu avais commencé avec le 4-4-2, un peu le 3-5-2. Est-ce que tu peux nous expliquer ce 3-5-2 dans ton esprit? Comment tu veux l'utiliser? Pourquoi est-ce que tu as essayé de le mettre en place et ce qui éventuellement n'a pas fonctionné? Le 3-5-2, je l'ai mis en place, pas parce que un jour je me suis réveillé en disant dans mon 4-4-2 je passe 3-2, parce que toujours en relation avec Barry Laro et Geno Petit, on trouvait que au-delà de l'effet qu'avec le 4-4-2 on était toujours bien en place,
et on n'a pas pris vraiment des brouillons dans des matchs. On trouvait qu'on avait un peu de difficulté dans l'animation du jeu. Et forcément, bien sûr, je sais très bien que peut-être on n'a pas les joueurs pour jouer en 3-5-2. Et j'ai essayé de proposer quelque chose de différent par rapport à cette animation de jeu. Chose qui a bien fonctionné dans les matchs contre Nice, chose qui a bien fonctionné dans les matchs contre Alès en Coupe de France, chose qui peut-être n'a pas bien fonctionné à Nantes. Mais tous les schémas des jeux, après, ils sont, comme on dit, jugés par les résultats. Mais à Nantes, on prend les premiers buts, pas parce qu'on est en 3-5-2 et on est mal placé, mais parce qu'il y a un dégagement c'est même pas un passe, un dégagement d'un joueur de Nantes, et on est surpris individuellement au niveau défensif. C'est-à-dire qu'on démarre 1-0 à Nantes au bout de 30 minutes, et ça complique les jeux, ça complique les matchs. C'est-à-dire que c'est vrai qu'après, il y a des situations que ce schéma, il peut te mettre en difficulté si il est mal interprété, mais les jugements qu'on donne à notre 3-5-2 par rapport à Nantes, par exemple, où on est passé à travers pour d'autres choses, et pas pour le schéma, parce que l'attitude, l'engagement, l'agressivité, il n'était pas là. Alors, ce schéma, il est jugé par rapport au fait qu'on prend 3 buts. Mais le premier but, ce n'est pas un effet du schéma, du jeu. C'est un effet individuel. Un long ballon très haut où Adriano, il devait probablement contrôler mieux la situation. Alors, je l'ai dit toujours à mes joueurs, et même quand on a eu ces changements, peu importe le schéma. Tous les entraîneurs changent le schéma. Et Mourinho, il change son schéma à Madrid. C'est l'interprétation du schéma. Milan, ils arrivent à jouer avec son Thiago Silva en défense quand il attaque. Mais l'interprétation des autres joueurs, il fait qu'à la fin, ils arrivent à garder toujours la possession du ballon, toujours en pression sur l'adversaire. Alors, je répète, et c'est pour ça que je vais dire, on essaie de mettre un peu plus de sécurité à niveau défensif sur un jeu à 3. Parce qu'en vérité, ce n'est pas un 3-5-2, c'est un 5-3-2 qui est en phase offensive, il va évoluer en 3-5-2. Mais à la base, je veux dire, Moratori, ou quand il a joué Dingon, ou Appia ou Marestes, ils sont quand même des défenseurs. Alors, l'interprétation de ce schéma, il fait qu'à un certain moment, quand on sort avec le ballon, on devient 3-5-2. Pour, comme je dis avant, effacer un peu la difficulté dans notre animation offensive, essayer de donner un peu plus de densité à milieu avec, sans oublier, 2 défenseurs qui montent sur le côté et être à 5 à milieu en prenant la largeur en gardant toujours les 2 attaquants. Alors tout cet équilibre-là, c'est facile à le faire si l'interprétation des joueurs est bien faite. On a fait un super match contre le Havre, en 4-4-2. Mais la première occasion, c'est le Havre qu'il a eu, avec une frappe au-dessus. Alors, ça veut dire quoi? Que s'il marque là, ça peut enchaîner un match différent. Et on est en 4-4-2. C'est-à-dire que je dirais, après, il y a l'événement du match qui font que c'est un bon schéma, c'est pas un bon schéma. Mais je reste convaincu que ça passe et ça passera toujours dans l'interprétation des joueurs sur le terrain et comme ils vont évoluer dans le schéma. Toute proportion gardée, mais Guardiola a parlé rapidement des défenses à 3. Il a dit ça fonctionne si on a la maîtrise du ballon au milieu de terrain. Est-ce que c'est ça aussi qui a pêché un petit peu la maîtrise du ballon du milieu de terrain à Monaco? Mais tout, la maîtrise, la qualité plus importante de Barcelone, ce n'est pas la possession des ballons, c'est la récupération des ballons, que c'est différent. Alors, pour avoir la possession du ballon, il faut récupérer le ballon. Et vous voyez très bien que dès qu'ils perdent les ballons, ils sont tout de suite dans l'agression à récupérer le ballon. Après, bien sûr, ils ont une qualité technique qui fait qu'ils arrivent à garder les ballons. Mais c'est vrai, il faut avoir une grande possession du ballon. Mais Barcelone, des fois, il joue à 2 derrière. Parce qu'Abidal ou Dani Alves, c'est des alliés, c'est des attaquants. Mais je répète, ça part tout dans l'interprétation. Tout dans l'interprétation que Barcelone il donne à son schéma. C'est sûr que si Dani Alves ou Abidal, ils ne montent pas, ils ne mettent pas la pression comme ils font les autres dans leur côté, et même Barcelone va en difficulté. C'est-à-dire qu'ils arrivent à interpréter
les matchs comme il faut l'interpréter. Si Dani Alves ou Abidal ils restent très bas et ils donnent la possibilité à les autres de pouvoir enchaîner des actions, je ne peux pas garantir que Barcelone il va en difficulté. Mais le principe, c'est sûr que pour jouer à 3, il faut avoir une grande possession de ballon, il faut être très fort comme eux le font dans la récupération de ballon. Après, ils ont des interprètes, je suis désolé, que ça n'a rien à voir avec aucune équipe au monde, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, mais quand on a des joueurs qui, dans les duels individuels, ils gagnent toujours le duel individuel, soit dans la récupération des ballons, soit dans la provocation, c'est sûr qu'il n'y a aucun schéma en face qu'il peut tenir, parce que un joueur comme Messi, il élimine un, deux joueurs, ça fait sauter n'importe quel schéma. Et ça, après, on entre dans la facilité. Mais on l'a vu à l'Havre aussi. Dire, dès qu'on arrive à gagner les duels individuels, dès qu'on arrive à gagner les duels de la récupération, nous aussi, avec notre qualité, on enchaîne des situations où, au-delà des 2 buts qu'on a marqués, on pouvait marquer 3, 4, 5 buts. Après le match de coupe, je crois que c'est Germain qui a dit qu'il était conscient que les joueurs ne respectaient pas les consignes de l'entraîneur. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'ils sont conscients, mais qu'ils n'arrivent malgré tout pas à respecter les consignes? Parce que c'était le cas du deuxième match en Coupe de France. Souvent, même les grands joueurs, ça arrive qu'ils perdent la lucidité dans les matchs. Et même si l'entraîneur, parce que c'est la chose que j'ai faisais en Coupe de France, avec notamment 2 joueurs sur le terrain, même si je le disais verbalement, ils n'arrivaient pas à avoir cette lucidité de le faire. Ça arrive. C'est pour ça que sur les matchs de Le Havre, on s'appuyait sur, bien sûr, l'attitude à la base, parce qu'on avait besoin de faire un match plein par rapport à une présence dans les matchs, et la lucidité de rester dans notre consigne, parce que si on prépare toute la semaine un travail par rapport à les matchs, et dans les matchs, au bout de 5 minutes, on ne le respecte plus, c'est compliqué. C'est compliqué aussi remettre les joueurs dans les matchs, parce qu'à la base, ça veut dire qu'ils n'ont pas préparé bien les matchs. Et moi, je pense que les matchs, et c'est la chose que j'ai dit toujours aux joueurs, on l'a déjà gagné ou pas gagné dans la semaine. Et les situations qu'on trouve dans un match, c'est des situations que des fois, tu t'attends même pas. C'est pour ça que, par exemple, dans les matchs de Coupe de France, on a perdu cette lucidité de rester dans les matchs sur les consignes. Après, pourquoi ils n'arrivent pas certaines fois à le faire, ça c'est de la psychologie, ça arrive. Le match du Havre a été le plus abouti de la saison, peut-être. Est-ce que tu es satisfait que les joueurs n'aient pas été perturbés par tout ce qui se passe autour du club en ce moment? Oui, le plus abouti parce que c'est différent par rapport aux matchs précédents, parce que là, on se trouvait dans une condition psychologique, je vous peux garantir, pas facile pour les joueurs à gérer. On se trouvait dans des conditions climat terribles, des conditions terrain pas faciles, et contre une équipe très solide. Alors ils ont montré d'être présents, et c'est pour ça que je suis très content de la performance, plus que Sedan. Parce que Sedan, c'était encore le début, on n'était pas dans même si c'est toujours relégable, dans une condition critique au niveau du déclassement. Et c'est pour ça que je suis double satisfait de cette performance, parce qu'ils ont montré la présence. Ça, c'est important. Comment est-ce que tu arrives à travailler à court et moyen terme sur ce que tu veux comme joueur pour justement avoir peut-être des schémas tactiques plus intéressants avec l'incertitude qui pèse sur ton poste, sur les joueurs qui vont rester ou partir? Comment arriver à travailler dans ces conditions-là? Mais déjà, je travaille avec M. Bouzine par rapport à une idée des joueurs que éventuellement on pourrait chercher. C'est pas facile, parce que même si on entend de gauche à droite qu'on aura beaucoup de moyens pour recruter, je ne vous peux garantir, mais j'ai déjà dit, c'est pas évident de convaincre un joueur à venir aujourd'hui en Ligue 2 dans un club prestigieux, bien sûr, mais qui est dernier. C'est pas évident. Et comme je dis toujours, malheureusement, récupérer les temps perdus, récupérer sûrement des erreurs faites il y a déjà 6 mois et sûrement avant, c'est pas évident de le faire tous dans les mois de janvier. Parce que il faut considérer aussi que si on va choisir des joueurs, il faut considérer aussi la chance de pouvoir voir ces joueurs-là tout de suite s'intégrer. Alors, c'est sûr qu'il ne faut pas se plaindre, il faut le faire, c'est sûr, il faut le faire.
et, et voir si ce sera le cas, que ces joueurs ils arrivent tout de suite à être décisifs. Parce que moi j'ai besoin de, si ce sera le cas, d'avoir des joueurs prêts et décisifs tout de suite. Parce que j'ai plus le temps, on n'a plus le temps d'attendre un match, 2 matchs, 3 matchs pour voir qu'est-ce que ça donne les joueurs. Et là, ça peut arriver, comme peut-être ça peut qu'on passe à travers. On a souvent eu à Monaco des joueurs très talentueux mais qui n'avaient pas le caractère, la force mentale pour réussir dans le contexte particulier de Monaco. Est-ce qu'aujourd'hui c'est devenu un critère aussi de choix lorsque vous pensez à un joueur? Bien sûr, c'est la base. Monaco, ça reste probablement les clubs les plus compliqués à gérer par rapport à le fait que quand un joueur arrive à Monaco, il se trouve dans une situation qu'on ne trouve pas forcément dans d'autres clubs. Et c'est pour ça que le choix des joueurs, ça doit partir vraiment de la connaissance du joueur même, de la personne, de les motivations qu'il a par rapport à lui. Et après, entre guillemets, prier qu'il ne va pas se disperser tout seul quand il n'est pas avec moi, avec les groupes. Parce qu'après, je ne suis pas derrière 24 heures sur 24 à tous les joueurs. C'est pour ça que ce serait fondamental quand même partir sur une base de motivation sportive très importante vis-à-vis des joueurs qu'éventuellement on va choisir. Et sans oublier qu'on a des joueurs quand même qu'il faut faire comprendre qu'à la base, la chose plus importante, c'est le côté sportif. Et toutes les dispersions qu'on peut avoir à côté au club, il faut l'effacer, il faut quand même les gérer en façon professionnelle. Parce qu'à Monaco, ça peut aller très vite. Et ça, il faut que tous les joueurs ils ont une conscience à eux-mêmes. Et j'espère que tout le monde est là, parce qu'après, c'est leur carrière. Après, passer à travers, après avoir eu la chance de pouvoir jouer pour l'AS Monaco, ça quand même, ça tâche quand même leur carrière. Est-ce qu'il y a quelques postes prioritaires à renforcer en urgence selon toi? Oui, il y a sûrement des postes clés en touchant toute la colonne vertébrale, d'avant, milieu, derrière, c'est sûr. Vous avez déjà des pistes de joueurs qui sont intéressés par le challenge monégasque? On a des pistes où les joueurs seront intéressés. Maintenant, je répète, et je l'ai dit il y a quelques jours, il faut attendre par rapport à s'il y a des possibilités plus importantes, moins importantes. Mais on est prêt aussi s'il n'y aura pas de situations plus importantes, avec bien sûr une marge différente, mais on est prêt aussi dans cette situation. Tu avais plaisanté sur le cas d'Ibrahimovic qui ne viendrait pas à Monaco même si on lui offrait un pendant. Marco, t'es fou, jamais. Bien essayé quand même. J'ai essayé, je dis écoute, peut-être qu'on pourrait te prendre. Mais quel calibre de joueur on peut imaginer, même si Monaco demain a 100, 150, 200 millions, qu'est-ce qu'on peut imaginer? Des joueurs de quel niveau on peut imaginer venir à Monaco? Je crois qu'aujourd'hui, on a tous les contenus par rapport à l'exigence qu'on a éventuellement de l'équipe. On a sûrement besoin de joueurs qui ont sûrement une présence physique déjà plus importante de ce qu'on a aujourd'hui, parce que quand même, on reste une équipe pas vraiment forte au niveau physique, et après avec des caractéristiques particulières que j'ai bien fait présent à Jean-Luc Buzyn, parce que c'est sûrement mon premier collaborateur de ce domaine-là, et il doit avoir une caractéristique pour moi fondamentale, la Ligue 2. C'est-à-dire que je pourrais penser que même Ibra, il pourrait passer à travers à la Ligue 2, parce que c'est notre football. C'est notre football. Et je pense que peut-être aujourd'hui, on commence à s'enlever dans la tête cette idée qu'on est Monaco, qu'on a Ligue 1, qu'on a un prestige, tout ça. Aujourd'hui, malheureusement, il faut faire un profil très bas. Et pas oublier que dans la Ligue 2, c'est notre football. Vous aussi, vous le voyez, il n'y a pas beaucoup de temps de jeu avec les ballons à terre où on peut enchaîner des situations. Et il faut des joueurs vraiment capables à s'adapter tout de suite à cette façon différente de jouer. Moi, j'ai des joueurs que je suis sûr que s'ils vont à retourner en Ligue 1, ils feront beaucoup mieux qu'en restant en Ligue 2.
Et ça, c'est fondamental. J'ai besoin de joueurs vraiment plus spécifiques pour la Ligue 2. Pour terminer, il y a eu des tensions logiques avec les supporters qui sont mécontents. Si tu pouvais t'adresser à eux, qu'est-ce que tu voudrais leur dire par rapport à ton projet, ce que tu veux faire pour l'AS Monaco, est-ce que tu attends d'eux peut-être? Moi, je m'attends les choses qu'ils sont en train de faire. Moi, je trouve que les supporters, soit à domicile, au-delà, entre parenthèses, les cris ou les critiques qu'on entend à chaque match à domicile, j'ai rien à reprocher aux supporters. Ils sont toujours présents, ils chantent à domicile. Et j'ai trouvé une belle tribune à Wavre. Elle était pleine, elle était colorée, elle était chaleureuse. Mais dès le début, ils n'ont pas eu besoin d'attendre qu'on a livré un match important. Dès le début, ils étaient présents et ça c'est bien pour l'équipe, c'est bien pour l'entraîneur, c'est bien pour le staff, c'est bien pour tout le monde. Et alors j'ai rien de particulier à rapprocher parce qu'ils montrent toujours qu'ils sont présents et ça c'est fondamental. Après, si je dois faire vraiment ou lancer un message, sur un match comme celui de Clermont, même si on a entendu, même si on le sait, dire, qu'est-ce qu'il demande, d'éviter pendant les matchs de répéter les cris qu'on entend, parce que je crois que les joueurs, ils sont pas touchés directement, mais ils le sentent sur le terrain, parce que c'est quand même un peu gênant parce que nous, on est là, on est en train de penser vraiment à les matchs. Et c'est un petit moment de dispersion dans les matchs, je trouve. C'est un moment où, dans un certain moment, on enlève un peu de la concentration dans les joueurs parce que ça touche forcément, parce qu'on entend bien les choses qu'ils crient. Alors j'ai dit, attendez les 95 minutes pour massacrer Simonet ou massacrer quelqu'un d'autre. Ils peuvent crier, faire tout parce que c'est leur droit, c'est normal. Mais sinon, sur le reste, rien à dire. Ils sont là. Les supporters sont là et on les remercie tout le temps. Et on les remercie même quand on fait les briefings, on parle entre nous parce qu'on sait très bien que derrière nous, il y a les supporters, il y a les employés qui travaillent à Monaco. Il y a plein de gens qui sont touchés par cette situation et je ne peux pas garantir que ça fait partie aussi de notre discussion, le fait de se responsabiliser vis-à-vis de tout le monde. Voilà, mais rien à dire. Mais les remercier encore de la part aussi de tous les joueurs parce que ils sentent qu'ils sont là et ça c'est important.